Bonsoir. Depuis quelques semaines, on assiste à la primaire de la Belle Alliance populaire, dite le Parti socialiste tout simplement. Au premier tour, le 22 janvier, il y avait entre 1 500 000 et 2 millions de participants, de personnes qui se sont rendues aux urnes pour départager les candidats. On ne connaît pas la participation exacte en raison d'un cafouillage, des chiffres erronés, voire fausses par moment. Malgré ça, personnellement, je m'abstiendrai de critiquer l'organisation de cette élection, tout simplement parce que j'y ai pas participé et parce qu'il n'est pas certain qu'on aurait fait beaucoup mieux, pour le dire franchement. Néanmoins, ce cafouillage a occupé énormément d'espace médiatique au détriment des sujets bien plus importants et bien plus graves. On sait très bien que les journalistes sont toujours à l'affût des petites informations croustillantes qui font vendre, ça s'explique, mais lorsque les accusations d'un manque de démocratie, manque de transparence viennent des personnages comme par exemple Jean-Luc Mélenchon et ses insoumis, enfin insoumis sauf à lui-même, à la patrie et à Poutine, quand on sait le temps et l'énergie qu'ils ont dépensé pour nous vendre le concept d'une élection démocratique et libre en Syrie, sous le régime sanguinaire de Al-Assad, qui est responsable de la mort de 300 000 personnes, tout ça prend l'air d'un navet pas très drôle, quoi. Hypocrite même, je dirais. Bref, revenons à la primaire. Donc cette primaire qui, en termes de propositions, n'a franchement pas grand-chose pour nous faire sauter de joie, même si elle était un peu plus riche que celle de la droite. On se souvient, la primaire de la droite, où tous les candidats étaient tout à fait d'accord entre eux de casser le code du travail, casser la sécurité sociale, supprimer les postes, notamment de la fonction publique, accorder encore plus de subventions et des cadeaux au patronat, et bien entendu supprimer l'ISF, c'est très important pour eux. Non, cette fois-ci, on avait deux lignes qui s'affrontaient. Il y avait une ligne très droitière menée par Manuel Valls et une ligne qui cherchait un petit peu la gauche, menée par Benoît Hamon et, à certaines mesures, Arnaud Montebourg. Donc le résultat était net et assez surprenant. C'est Benoît Hamon qui sort gagnant de ce premier tour, largement gagnant, largement en tête devant Manuel Valls et Arnaud Montebourg, même si ce dernier était donné favori, notamment dans une stratégie tout sauf Valls. Bien entendu, la stratégie tout sauf Valls n'était pas la seule raison qui a poussé les gens à voter Benoît Hamon. Il est évident que ces propositions, et notamment le revenu universel de base, ont séduit une partie d'électorat. Bon, cette intervention-là n'a pas pour l'objectif de décortiquer, analyser toutes les propositions une par une. On va revenir prochainement plus longuement sur ces propositions-là et notamment sur le revenu universel de base. Donc je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à notre page Facebook. Donc prochainement, on va analyser le revenu universel de base tel que proposé par Benoît Hamon. Ce qui est sûr, c'est que même Benoît Hamon avait du mal à parler de ses propositions. Entre deux tours, il y avait donc les proches de Manuel Valls, aidés par les journalistes, une partie des journalistes et éditorialistes, et avec la participation de la droite et l'extrême droite, disons-le clairement, il y avait une certaine alliance contre Benoît Hamon. Donc lorsque Benoît Hamon voulait parler justement du revenu universel de base, on lui rétorquait et la laïcité. Lorsqu'il voulait toucher deux trois mots sur la pollution ou l'environnement, on lui répondait et l'islamisme. Lorsqu'il voulait parler par exemple de l'emploi ou du chômage, on lui disait et la laïcité alors. Donc effectivement, dans ces conditions-là, recentrer le débat sur des questions sociales, c'est très difficile. Et le simple fait de l'essayer, c'est une attitude plutôt courageuse de la part de Benoît Hamon. Entre parenthèses, avant de continuer, on voit bien là, cette fois-ci encore, que ce sont bien les musulmans, ou je dirais plutôt les musulmanes, dont on voulait faire le débat public et politique. Elles n'ont rien demandé. On le voulait. Bref, Benoît Hamon donc subit un front anti-Benoît Hamon et qui va jusqu'aux propos franchement racistes venus de la droite et l'extrême droite, sans trop de réaction de la part de la gauche, et ça pose des questions sous la forme de la campagne Bilal Hamon. Bon,
il y a rien de grave à s'appeler Bilal, comme il y a rien de grave à s'appeler Arland, même si parfois c'est lourd. On le sait très bien. C'est Même si il y a quelques semaines en arrière, Alain Juppé était plutôt outré qu'on l'appelle Ali Juppé. Cette fois-ci, Benoît Hamon a une attitude tout autre. Donc, il le revendique dans ses interventions publiques et de toute manière, il le dit clairement, que ce soit Bilal, Eli, David, il en est plutôt fier. Bon, dans une ambiance raciste, notamment anti-musulman et antisémite, on peut dire qu'il s'agit d'une attitude assez courageuse qu'on peut saluer. Et je le salue. Néanmoins, ça me pose des questions. Ça pose des questions parce que lorsqu'il s'agit du courage politique, on ne peut pas être courageux qu'à moitié dans certains moments. Sinon, ça s'appelle de l'opportunisme et de la démagogie. Et à gauche, cette place-là est occupée par Jean-Luc Mélenchon et il ne compte pas la lâcher. Donc moi, je n'ai pas envie de soulever les interrogations sur le Benoît Hamon basées sur les hypothèses et les inventions des ondits. Je ne veux pas non plus croire aveuglement à des suspicions qui viennent par-ci par-là, notamment d'une revue qui est aux abois et face à des problèmes financiers, Marianne, dont la direction est en train de mener les salariés droit dans le mur et vers un plan social, et la direction n'a pas encore compris qu'il ne suffit pas d'être islamo-obsessionnel pour faire tourner un média, qu'il faut quand même un peu plus d'autres sujets, un peu plus de professionnalisme, un peu plus de compétences pour que ça marche. Donc moi je veux parler des faits. Donc concernant le courage de Benoît Hamon, moi j'ai envie de demander où était le courage de Benoît Hamon lorsque celui-ci faisait partie d'un gouvernement qui s'est illustré par les mesures d'austérité qui touchaient les plus vulnérables, qui s'est illustré par l'expulsion des Roms et des réfugiés, qui participe toujours à la mise en place de l'Europe forteresse, qui est complice des milliers et des milliers de morts parmi les réfugiés ces 2 ou 3 dernières années, et qui s'est surtout illustré par un tas de lois contre le monde du travail. Où était le courage de Benoît Hamon lorsqu'il fallait appliquer l'ABCD de l'égalité censé lutter contre le sexisme à l'école, au lieu de reculer et le retirer face à la mobilisation des réactionnaires et des intégristes? Où était son courage à ce moment-là? C'est vrai que Benoît Hamon a attendu le lancement de sa campagne pour les primaires pour, par exemple, s'exprimer sur un sujet comme la libération de Jacqueline Sauvage. Il l'a fait et c'est très bien, mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? C'est vrai aussi qu'il était parmi les seuls à avoir parlé de la violence masculine et de l'importance de la lutte contre ces violences et contre le sexisme. Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? Donc il a attendu tout ce temps pour devenir courageux. Je ne sais pas. En tout cas, ce dernier sujet, c'est très important, ce dernier sujet est si important pour le Parti Socialiste, dont Benoît Hamon est candidat depuis ce dimanche 29 janvier, et les médias d'ailleurs, que dans les 10 heures de débat de la primaire transmis à la télé, il y avait 15 minutes accordées et réservées à ces sujets-là, donc au sujet des violences masculines, de la lutte contre le sexisme et pour l'égalité femmes-hommes. Et pourtant, dans une époque que l'on vit actuellement dans le monde tout entier et en France, dans une époque de la contre-révolution patriarcale et traditionnaliste, c'est bien le sujet qui doit occuper la place principale. Nous, on ne participe pas directement dans ces élections législatives et présidentielles, mais Initiative communiste ouvrière veut mettre l'accent sur ces sujets-là et préparer les échéances à venir. Donc moi, à présent, je vous invite à continuer cet échange dans les commentaires, je vous invite à partager cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et visiter notre site internet ainsi que le programme, et vous pouvez également adhérer à Initiative communiste ouvrière et qu'on défende ensemble un programme qui manque cruellement aujourd'hui et pour les années à venir, un programme qui défend les intérêts et les besoins des salariés. Merci.